Bienvenue à cet épisode de mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut Patrick. Cette semaine, deux films principalement très à l'opposé. Alors on vous ramène au 17e siècle dans un couvent de sœurs avec Benedetta. Et on revisite le Upper West Side de Manhattan dans les années 50 avec le West Side Story de Steven Spielberg. Deux films, en fait, deux cinéastes très à l'opposé. Paul Verhoeven, l'enfant terrible qui aime provoquer. Et on a Steven Spielberg, le gardien de l'âge d'or d'Hollywood du film Rassembleur. Donc, je pense qu'on a vraiment de tout pour tous les goûts aujourd'hui. Oui, et sans oublier, Joseph, oui, de film d'animation. Pour adultes ou disons pour public plus averti. Ouais, exactement. Dans le sens que c'est pas un film de Pixar. Non, c'est ça. Donc, avant de parler de ces films-là, deux films, je pense qu'on a beaucoup de choses intéressantes à dire. Quand même, dans l'actu cinéma, il y a des choses assez intéressantes cette semaine. Ouais, beaucoup d'annonces de casting, entre autres, et je sais pas si les contrats se signent avant les fêtes, avant la pause des fêtes, mais ouais, on a beaucoup d'annonces en ce sens. Donc, dont le prochain film de Verhoeven, alors on en parlait, réalisateur de Benedetta. Alors, il a déjà annoncé son prochain projet et on dirait que ce serait un peu un retour à Hollywood pour lui parce qu'on sait que ces deux derniers, incluant Benedetta et l'autre, elle, c'était avec des studios du financement français. En fait, c'est des films français, mais là, il reviendrait dans un film à plus gros déploiement, en tout cas, plus américain peut-être. Ouais, c'est ça. Il retourne dans le thriller érotique et il va renouer avec Edward Neumayer, qui était le scénariste avec qui il a travaillé au début là, sur Robocop, qui est probablement un de ses films les plus populaires, ou si on veut. Là, le plus, qui fait plus consensus. Ouais, son plus grand succès, si on veut. Et Starship Troopers, qui lui est moins populaire et fait moins consensus. Puis, j'avais oublié, mais c'est Verhoeven qui avait fait Basic Instinct, ouais, c'est ça? Tout à fait. Fait que là, il reviendrait dans un genre de thriller comme ça. Mais il est capable je dirais pas du bon, Basic Instinct, c'était pas si mauvais que ça, là, quand même. Mais dans le style érotique, il avait quand même fait Showgirls aussi, il faut pas oublier. C'est ça, ouais. Qui était un peu dans le quétaine. Donc, son prochain film, Young Sinner, on sait pas trop où ça va se situer dans le spectre de l'érotisme et de la provocation, mais je sais que j'ai lu, en tout cas, qu'il voulait renouveler le genre, en tout cas, innover ce genre-là, ce créneau-là. Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, puis ce que je trouve drôle en regardant ce que Neumayer a fait, depuis Starship Troopers, il a fait que des Starship Troopers. Ah ouais, okay. Ouais, fait qu'il a scénarisé le 2, 3 et même le 4. Je pense que le 4 est en animation, c'est lui qui a fait le scénario, puis il a réalisé le 3. D'accord. Fait qu'il était comme coincé dans cette franchise-là. Clairement. Mais là, voilà, il va en sortir maintenant. Alors, Young Sinner, un thriller politique qui se déroulerait dans les sphères de Washington. Alors, donc, on va découvrir ça. Éventuellement, on n'a pas de date de sortie, donc ni de casting. Ouais, ni de tournage, là, ça s'en vient. Autre annonce du côté de Marvel qui devrait plaire aux amateurs de Shang-Chi. Destin Daniel Cretton, qui a réalisé le premier volet il y a quelques mois, il va revenir pour le deuxième. Ouais. Fait que ça, c'est très bien, parce que quand quelqu'un a maîtrisé un super-héros, c'est aussi bien de le garder à ce moment-là pour faire la suite. Et ils ont annoncé aussi, c'est pas trop clair, mais qu'ils feraient une série sur Disney+. Mais on sait pas, c'est une série de Shang-Chi, un des personnages, ça pourrait être comme la gang des assassins, j'oublie leur nom. Là, les Ten Rings avec sa c'est sœur. Ça, exactement. Ouais. Peut-être quelque chose comme ça. Ils ont juste dit, dans son contrat, il y a Shang-Chi 2, puis une série sur Disney+. Alors, il est dans les bonnes grâces de Disney avec ce succès-là de Shang-Chi. Et si on parle toujours de l'univers de super-héros, Tom Holland qui est très, très sollicité. En plus de jouer dans Spider-Man, on va le voir dans Uncharted en février. Changement de cap avec un rôle que moi, je le vois bien dedans. Oui, celui de Fred Astaire dans un biopic qui est encore avec Sony Pictures. Fait que lui, il doit être de ceux qui ont un deal de multifilm avec Sony, là, parce que c'est que ça, finalement. Savais-tu qu'il y avait déjà eu un autre film sur Fred Astaire? Non. En cherchant, puis ça s'appelait Fred and Ginger. OK. Puis, en fait, il est même pas encore sorti. OK.
Fait qu'il arrive des fois, là, c'est comme deux studios différents, 2 producteurs ont l'idée de faire un film là-dessus. Et ce que je trouve cocasse, c'est que l'autre qui s'appelle Fred and Ginger, c'est Jamie Bell qui va faire le rôle de Fred Astaire. Et dans le fond, Tom Holland, lui, il s'est fait connaître à l'époque parce qu'il a joué le rôle de Billy Elliot dans le musical à Londres. Puis Jamie Bell, lui, s'est fait connaître parce qu'il a fait Billy Elliot au cinéma. Ben oui, c'est quand même drôle. Ouais. Ben, il y a comme 10 ans de plus à peu près. Là. Fait que... Et par le titre de Fred et Ginger, donc j'ai l'impression que ça va être vraiment concentré sur l'époque Fred Astaire, Ginger Rogers et toute la... Ouais, c'est ça. Ça, c'est celui avec Jamie Bell. L'autre avec Tom Holland, le titre n'est pas annoncé, mais là, ça va être sûrement plus sur tout, j'imagine, la vie de Fred Astaire plutôt qu'une époque précise. Début de la carrière, parce que bon, déjà Tom Holland a quoi, 25 ans, là, donc je pense pas que ça va être le Fred Astaire de Singing in the Rain et tout ça, bien que ça... Je sais pas. Ils peuvent le maquiller. Et il en a fait une petite version dans un lip-sync battle. Ouais, c'est ça, avec Zendaya, que j'avais complètement zappé ça, mais là, je l'ai écouté, puis quand même impressionnant, surtout quand il revient en Umbrella, spoiler, après de Rihanna. Là. Ouais, non, je me rappelle qu'à l'époque, ça avait fait jaser beaucoup ces réseaux sociaux. Ben, ça fait 2-3 ans, puis la vidéo avait des centaines de millions d'écoutes sur YouTube, alors c'est pas mal. Et sinon, dans un autre registre, M. Night Shyamalan, dont on ne sait jamais trop l'intrigue de ses films. Alors, il a au moins annoncé le titre de son film Knock at the Cabin et le comédien principal, on présume. Pour l'instant, il y en a juste un. Ouais, c'est Dave Bautista, qui est en train aussi de se prendre des rôles principaux de plus en plus. Puis, je trouve que dans la catégorie... lutteur qui fait du cinéma, là, il s'en tire vraiment bien. Il y a The Rock, c'est sûr, qui est venu à faire des leads puis qui était justement l'acteur le plus payé dans les dernières années, des choses comme ça. Mais Bautista, qui joue dans des films de Denis Villeneuve puis des trucs comme ça, il a fait le fier à bras, mais dans des films de bonne qualité, justement. Là. Non, il y a vraiment un choix de carrière intéressant et des rôles... comme je disais, tout à fait différents l'un de l'autre. Donc, il a fait son passage obligé du body... Ben, en fait, il va faire un body cop movie avec Jason Momoa. Fait que ça, je pense que c'est en production. Mais il a aussi fait un film avec une jeune fille qui s'appelait Mon Espion. Fait qu'elle a flic à maternelle ou... il suivait la carrière d'Arnold, un peu le modèle Arnold. C'est ça. Mais ça, c'est le film qui a été vraiment dompé, je pense, avec l'achat de la Fox par Disney, hein. Je pense que ça fait partie de ces films-là. Je sais pas, mais je sais que la sortie avait été un peu malmenée. Je sais pas si c'était à cause de la COVID ou juste avant ou peut-être quelque chose comme ça. Mais ouais, un peu passé. Je me rappelle qu'on voyait la bande-annonce souvent au cinéma, puis pouf, le film, finalement, je pense qu'il a joué une semaine, puis on l'a mis tout de suite. Ouais. Ben écoute, moi, la plupart des films que j'adorais quand j'étais jeune, je les ai réécoutés adultes, puis c'est des déchets, là. Fait que ça veut... Votre enfant peut aimer ça, même si... Mais des fois, c'est ça ce que je comprends, c'est que t'as des films que et l'enfant et l'adulte vont apprécier, mettons souvent Disney, Pixar, puis t'en as d'autres qui sont plus comme action-ish, que là, le niveau d'humour souvent est pas au rendez-vous pour toute la famille, là. C'est pour le plus jeune public. Et on lâche pas les nouvelles, mais là, du côté québécois, c'est la Sodec qui finance la plupart des films au Québec, a annoncé les 10 projets qui allaient être financés dans la prochaine année. Fait que ça, c'est des films... l'annonce qu'ils ont faite, c'est vraiment pour les tournages. Fait que c'est des tournages qu'on va voir dans la prochaine année. Puis les réalisatrices sont vraiment à l'honneur. Là. Je peux en nommer quelques-uns en rafale. Là. Il y a... moi, je ne l'ai pas lu, mais tout un côté libraire très développé. C'est Cœur de slush de Sarah Maud Beauchesne qui va être adapté. Elle va scénariser elle-même d'après son roman et c'est Marie-Lou Wolfe qui va réaliser. Fait que je ne sais pas si elle va caster Marie-Pierre Morin. Ça va dépendre du succès de l'autre film. Ouais, c'est ça. Il y a Fleur bleue de Geneviève Duluth de Selle qui avait fait Une colonie. Fait que ça, c'est comme dans le rôle, pas dans le rôle, mais dans la gamme de... Très bon premier film, fait qu'on attend les deuxièmes films. Il y a Léopold qui va faire un autre film, Hôtel Silence. La comédie Simple comme Sylvain de Monia Chokri, qui a fait La femme de mon frère, et aussi Babysitter qui va sortir au printemps. Les Chambres rouges, un suspense judiciaire de Pascal Plante, qui a fait Les faux tatouages, puis Nadia Butterfly, qui avait été sélectionnée à Cannes. Les hommes de ma mère, que j'ai vu réalisé par Annick Jean.
J'imagine que c'est sa première réalisation. Je ne De sais pas si elle en a mémoire, fait oui. à la télé ou des clips ou quelque chose Ouais, comme des ça. clips, je ça sais pas. serait probable, mais au cinéma, c'est la première fois que je le vois Puis, sur la passe. deux petits derniers qui sont plus un cinéma de genre, un Ouais. drame musical, Les Jours heureux de Chloé Robichaud, qui avait fait Sarah préfère la course. Puis, Oublier Charlotte, un thriller psychologique d'horreur par Chloé 5 Mars, qui avait fait Dérive là, il y a quelques années. Fait que, ouais, moi, ça pique ma curiosité. Là. Fait que vous pouvez aller lire là-dessus parce que c'est public, comme c'est de l'argent du gouvernement, notre argent. Fait que, ouais, toutes les synopsis sont déjà disponibles puisque c'est ça, on est rendu à financer la production du film. Donc, des choix intéressants. Et ce qui est le fun, c'est que beaucoup de cinéastes la relèvent, en tout cas, de jeunes cinéastes qui n'ont pas tourné énormément de films encore. Donc, ça va être intéressant de voir leurs prochaines œuvres. Ouais, c'est ça. Puis il y en a aussi là-dedans, ce qui est très intéressant. Tu sais, là, ceux que j'ai sous les yeux, Geneviève Duluth de Sel, Pascal Plante, Chloé Robichaud, c'est des réalisatrices de 30 ans à peine, là, puis qui sont déjà à leur 2e, 3e film. Fait que oui, on est vraiment dans la nouvelle garde du cinéma au Québec. En attendant qu'il y ait à Hollywood un jour, peut-être. Ouais, c'est ça. Profitons-en. Peut-être que Hollywood regarde ça là, comme des recrues de hockey. Là. Ils vont repêcher dans la Ligue junior du Québec du cinéma. Ouais, puis en fait, aussi, quand on parle aux États-Unis, on a Denis Villeneuve en tête ces temps-ci parce qu'il est allé faire des gros blockbusters. Mais tu sais, Jean-Marc Vallée, Philippe Falardeau, ils sont allés faire un peu le même genre de cinéma qu'ils font ici, mais aux États-Unis. Puis des fois, tu as aussi plus de liberté parce qu'il y a plus de productions qui se font finalement. Là. Ici, on marche beaucoup par le financement, Téléfilm Canada, puis Sodec. Fait que quand tu es refusé 3-4 fois, ben là, tu changes d'idée à un moment donné. Mais là-bas, tu peux trouver un producteur Tout à fait. investir. Puis je pense que pour un réalisateur, quand même, de travailler avec plus de budget, là, on ne se le cachera pas, c'est quand même aussi, je pense, plus intéressant de tenter sa chance-là. Puis il y a Kim Nguyen aussi qui en a fait un avec Jesse Eisenberg il y a quelques années. Bande-annonce de la semaine, rien de vraiment choquant, mais Matrix Resurrections sont sortis une nouvelle bande-annonce. 3e, je pense. Ouais, à peu près, mais là, le film sort dans une semaine, fait qu'on l'étalera pas de long et en large. Ce qui est moi, juste le fun, j'ai remarqué, c'est qu'on fait un parallèle avec le premier film, là, on juxtapose des scènes, des séquences du premier, de l'original avec la suite. Donc, je trouvais que c'était quand même bien monté, ça donne encore plus de ça nous laisse comprendre que probablement que ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'on savait pas si le film se déroulerait tout de suite après le 1 ou vraiment après la trilogie. Moi, je pense qu'il est après la trilogie, mais comme tout dans le processus robotique et tout, c'est comme si c'était à recommencer, puis il faut qu'ils se souviennent encore de tout ce qui s'est passé. Ils ont l'air à miser beaucoup sur la relation entre Trinité et Neo. Là. Ce qui ressortait, on dirait que là, les rôles sont peut-être un peu inversés. Trinity semble jouer un plus grand rôle, ou en tout cas... être quasiment l'élu, on sait pas trop. J'ai hâte de voir. Mais en tout cas, je suis curieux, je donne sa chance. Je dois avouer que la première ou deuxième bande-annonce, en tout cas, j'étais un peu sceptique. Là. Je savais pas si c'était juste du réchauffé. Puis celle-ci me convainc. Me convainc que ça peut être très bien, ce film-là. Fait que on le saura dans 2 semaines. Là. L'attente n'est pas trop longue. Sinon, pour les amateurs de Spider-Man, quand même, nouvelle bande-annonce de l'autre... univers Spider-Man cinématographique. Celui qui a surpris plus d'un il y a quelques années. Oui, tout le monde. C'est le Spider-Man et tout de Spider-Verse. Qui avait gagné même l'Oscar du meilleur film d'animation, donc contre toute attente. Et moi, j'avais vraiment embarqué dans la prémisse. Je trouvais que c'était un beau film familial et de super-héros juste très bien monté. On avait vraiment l'impression d'être dans une bande dessinée, dans un univers de bande dessinée. Oui, c'était un style de dessin, là, je ne saurais pas comment l'appeler, mais vraiment cool. On n'est pas tombé juste dans la 3D, puis c'était comme un genre de dessin traditionnel, mais juste avec un petit peu de profondeur, des trucs comme ça. Ouais, c'est vraiment éclaté, comme tu dis, le style BD, les couleurs, le montage. Non, c'était super. Puis là, ça va être... j'ai oublié le titre exact. C'est Across Across the Multiverse. Mais chapitre 1, ça se peut-tu? Effectivement. Donc, la grande surprise d'un peu tout le monde, lorsque la première bande-annonce est tombée, donc c'est marqué Part 1. Donc, octobre 2022, mais on n'attendra pas trop longtemps pour la suite. Donc, il serait prévu pour octobre 2023. Alors, ça va être vraiment... j'ai l'impression qu'ils ont pas mal tout fait en même temps, ou presque, là, vu que c'est un dessin d'animation. Ouais, surtout si tu sais
toute ton histoire puis que tu Et scène voilà. en deux, c'est ça, c'est plus rapide. Donc, on retrouve l'autre Spider-Man, en fait, qui n'est pas Peter Parker, mais Miles Morales. Donc, Ouais. un Spider-Man noir, afro-américain, latino, un mélange des deux, qui existe vraiment en bande dessinée, en fait, là, qui a été créé une dizaine d'années par Marvel, justement, qui voulait aller chercher un nouveau lectorat et tout ça. Puis le personnage, ben, les lecteurs ont tombé rapidement en amour avec ce personnage-là. Fait que bravo. Ouais, puis à l'époque... puis on a l'air de suivre Spider-Gwen pas mal. Oui. Là. C'est comme dans la bande-annonce, c'est elle qui vient le chercher de son univers. En Et disant- deux nouveaux Spider-Man aussi vont faire leur apparition. Donc, Spider-Man version 2099, OK. qui est peut-être tiré d'un jeu vidéo, j'imagine. Je me suis souviens pas assez quand gamer. j'étais plus jeune, je jouais au... je me souviens plus c'était quel numéro, mais au PlayStation 1, puis t'avais pas mal de suits puis d'habits de futuristiques Ouais. et des choses comme ça. Fait Peut-être que, tiré de ça. Et peut-être- Spider-Woman aussi. Donc, le personnage de Jessica Drew, plus connu en bande dessinée, donc fera sa première incarnation au cinéma. Donc, à suivre pour les 2 prochaines années. Mais en tout cas, si c'est à la hauteur du premier, ben moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ben, je pense que oui. Là. Je sais pas s'ils vont cartonner autant, mais ça devrait pas être un échec à ce moment-là s'ils ont la même équipe. Est-ce-tu les mêmes scénaristes? Ouais, sauf que c'est pas les mêmes réalisateurs. Là. C'était Phil Miller et Chris Lord qui avaient fait aussi le film de Lego. Donc, ils se contentent de produire. Ils sont quand même très impliqués. Ok. Je pense qu'ils ont participé aussi au scénario, mais ils ne réaliseront pas le film. Mais bon, Ouais, des tant fois, que l'équipe créative reste là. surtout en animation, c'est coriace, puis c'est des grosses journées, c'est long et tout. Plutôt que un simple, tu sais, un tournage, souvent, c'est des longues journées, mais ça dure 1 mois, 3 semaines. Des fois, il y en a des très longs. Mais en animation, c'est comme 2 ans. Là. Fait que Ouais. des fois, ta Le- famille t'a dit, bah, je En pourrais plus, prendre off un peu sur cela. Surtout s'ils sont producteurs et réalisateurs, ben, c'est ça. mettons. Là. De 2 films aussi, là, C'est ça, donc fait que- prévu. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'ils ont juste dit, bon, on va se contenter de superviser, puis la pâte quotidienne, on va laisser ça à quelqu'un Ouais, d'autre. c'est ça, on fera pas l'overtime. Bon, ben, on peut s'attaquer aux nouveautés. Ben oui, parlant du monde de l'animation, restons dans ce créneau-là avec Joseph, qui, faut le saluer quand même, qui a une grosse distinction, avait remporté le César du meilleur film d'animation, donc c'est quand même quelque chose. Sélection à Cannes aussi. Ouais. Donc, que raconte Joseph? Joseph, ben en fait, j'ai quasiment envie d'introduire qui est Joseph. Ouais. Je sais pas pour toi, mais moi, je connaissais pas du tout ce pan d'histoire Non. avant. Fait que Joseph est né à Barcelone en 1910, dit Joseph Bartoli, en fait, qui est un artiste peintre, illustrateur et même homme politique espagnol. Il est célèbre notamment pour son recueil de dessins Campos de Concentración, donc camp de concentration, 1939-1943, et c'est ce qui est au cœur de ce film. Puis il y a aussi une relation intime avec Frida Kahlo un peu après la Deuxième Guerre mondiale. Puis ça lui a permis de connaître Léon Trotsky, même si lui revendiquait ne pas être communiste. Là. Mhm. Et alors, ça nous mène dans le film. On est en février 1939 et complètement submergé par le flot de républicains fuyant la dictature du général Franco. Le gouvernement français parque tous les Espagnols qui débarquent dans des camps de concentration où beaucoup d'entre eux ils vont périr faute de soins et de nourriture. Et dans un de ces camps, il y a 2 hommes séparés par des fils de fer barbelés qui vont se lier d'amitié. Fait que l'un est gendarme et l'autre, c'est notre protagoniste, Joseph Bartoli, combattant antifranquiste et dessinateur. Donc, moi, étant un très grand suivant, en tout cas, étant un très grand amoureux de l'histoire, disons ça comme ça, et beaucoup de la Deuxième Guerre mondiale, j'adore vraiment tous les films ou documentaires que je peux tomber là-dessus. Donc, ça a été une belle découverte, surtout qu'en le regardant, j'avais même pas lu le synopsis, le sujet. Je me suis comme juste lancé, allons voir. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de connaître ce pan d'histoire-là, comme tu l'as dit, qu'on connaît peu. En même temps, dans un style d'animation qui, je pourrais dire, assez original quand même. Je sais que le réalisateur qui s'appelle Aurel travaille beaucoup dans la presse.
le dessin. Ouais, eux, ils appellent ça beaucoup en France un dessinateur de presse, que nous, on appelle un caricaturiste, en fait. Oui, mais on est plus dans le caricaturiste dans le terme du New York Times, New Yorker Magazine. C'est ça, ouais. Donc, pas sur le coin d'une rue avec une grosse tête sur un petit corps. Là. Ouais. Et ça se sent dans le visuel. Et non, j'aimais ce côté-là qui est une animation assez statique. On est quasiment... on nous présente des dessins, mais c'est souvent fait... C'est le montage qui donne le rythme plus que le style d'animation. Mais moi, j'ai trouvé ça... en tout cas, pour ceux qui aiment ce genre-là, je pense que vous allez quand même, comme tu as dit, les prix, les nominations parlent pour eux-mêmes. Le film est assez court aussi, 1h10 à peu près. C'est multilingue, un peu de français, un peu d'espagnol. Et c'est super intéressant sur sa vie. C'est quand même poétique. On a aussi la structure narrative, c'est assez classique du grand-père qui compte à son petit-fils un peu désintéressé cette histoire de sa vie. Fait qu'on a un petit back and forth, aller-retour temporellement. Mais super bien fait. Si, je dois m'en confesser, je n'étais pas tant, happé par le cinéma d'animation, moi, personnellement. Là. Je respectais ça, mais ça ne m'attirait pas. Puis, depuis qu'on fait cet exercice-là, j'en ai écouté plus, puis je renoue vraiment avec ça. Fait que même si d'entrée de jeu, je suis un gars, OK, on va regarder ça. Non, j'ai vraiment aimé ça. Fait que, le côté se laisser surprendre par un film, là, ça en est un excellent exemple, Joseph. Donc, moi, je pourrais comparer ça peut-être au film Persepolis, qui a eu déjà peut-être... pas loin d'une dizaine d'années, si je ne me trompe pas, qui était une adaptation là, d'une bande dessinée de Marjane Satrapi sur la révolution iranienne. Super bon film d'animation, donc évidemment très politique, très intéressant au niveau de l'histoire, donc on est tout ça là-dedans. Puis honnêtement, je pense que c'est le genre de truc que je montrerais au secondaire. Je pense que ça pourrait justement amener un changement des films d'animation plus traditionnels. Là, tu sais, que j'ai rien contre non plus, mais pour les jeunes, je trouve que c'est intéressant à voir autre chose. Un, visuellement, puis deux, de montrer cette horreur-là aussi, là, des réfugiés, puis ce problème-là aussi. Oui, c'est ça. En fait, c'est très d'actualité en plus. Exact. Là, c'est juste qu'il y avait trop de réfugiés espagnols, fait qu'ils mettaient sur la plage entre des barbelés, puis disaient, restez ici le temps qu'on vous gère, puis c'est resté vraiment longtemps, à peu près pas nourri, comme les camps de concentration. C'est ça. On sent le mépris d'une culture ou d'une race, ou en tout cas d'un peuple envers l'autre aussi. On sent que les Français traitent les Espagnols comme des moins que rien, comme des chiens, finalement. Puis, on y reviendra dans West Side Story à cette thématique-là. Tout à fait. Donc, Joseph, allez voir ça, parce que je pense pas que ça va durer très longtemps, malheureusement, au cinéma, avec toute la quantité de gros films plus commerciaux. Oui, c'est ça. Ça va peut-être... s'accrocher jusqu'au temps des fêtes, mais je pense pas que ça va réussir à le traverser. Fait que, sauf si justement il y a un boom de cinéphiles qui y vont. Et je note aussi très belle musique dans le film, très bien fait. Fait que vraiment une belle production, mais c'est un style, c'est ça, comme tu dis, un petit peu plus lent, un peu plus contemplatif que ce qu'on est habitué de voir, surtout depuis la 3D et tout. Là. On retourne au dessin traditionnel. Et si vous aimez ça être remué, secoué, eh bien, le prochain film est pour vous. Il s'agit de Benedetta de Paul Verhoeven. Donc, on vous disait tout à l'heure, réalisateur de RoboCop, Starship Troopers, Basic Instinct, qui a quand même quitté Hollywood. Je ne pensais pas que ça faisait si longtemps. En 2000, j'étais allé fouiller un peu. Puis son dernier gros film américain, c'était Hollow Man, le film d'Homme invisible avec Kevin Bacon. Qui avait pas été, vu ça. moi non plus, je n'avais pas vu, je vais confesser. Mais qui avait eu comme pas un si grand succès. Fait que je pense que ça l'avait peut-être rendu amer. Mais tu sais, je pense que c'est un personnage aussi, ce réalisateur-là. Là. Il était tout le temps un peu en bagarre contre les producteurs et les studios. Donc, il était assez silencieux, mais il y a quelques années, il y a eu un regain de carrière avec le très perturbant Elle, très dur. Ouais, avec Isabelle Huppert. Puis, j'ai pas noté, mais justement, entre elle et son précédent film, il y a vraiment un gros lap, quasiment une dizaine d'années. Oui, c'est ça, entre 2000 et 2018, je pense qu'il est 16 donc je pense qu'il y avait 3 films, quelque chose comme ça. Donc, nous revient avec un film, encore là, c'est quelqu'un qui touche à tous les genres, tous les styles. Ça, il faut lui donner quand même à Paul Verhoeven. Alors, je pense qu'il revient à quelque chose qu'on ne l'attendait pas du tout. Non, c'est ça. Écoute, ça se passe au 17e
17e siècle. C'est Benedetta Carlini. Puis c'est un peu un biopic là, inspiré d'une histoire vraie, mais il y a très longtemps, donc de récits, si on veut. En fait, c'est l'adaptation d'un roman, d'un livre historique de Judith C. Brown qui s'appelle Sœur Benedetta, entre sainte et lesbienne. Donc, elle était une historienne et qui a vraiment documenté ce exact. personnage-là. Et Verhoeven a vu le livre dans ses mains, justement, dans ces années-là. Alors, c'est ça, au 17e siècle, Benedetta Carlini est une nonne italienne, l'abbesse d'un couvent en Toscane. Elle est considérée comme mystique, vénérée par son entourage religieux, mais elle est finalement arrêtée et jugée pour saphisme, qu'on disait à l'époque, donc l'homosexualité féminine. Fait que, sans trop rentrer dans les détails, c'est ça sommairement quand même l'histoire. Il y a quand même un ton grivois dans le film, là, dans certains éléments et dialogues, surtout au début du film, ça nous frappe, mais je trouve que ça laisse un certain réalisme. Parce que des fois, on dirait que l'ancien temps, là, c'est ça, les années 1600, on dépeint ça comme si c'était un peu beau et noble, bien que c'est sale. Ben lui, il dit non, on chie dans la rue. Là, puis il aime ça, je pense, prendre les tabous et les désacraliser. Surtout avec la sexualité. Là, il a comme ça. fait toute sa carrière. Fait que, et elle était... C'est quand même peut-être une coche en dessous de elle, là, mais c'est parce que tu mélanges la religion au travers. Fait que si vous êtes très croyant, vous n'allez pas aimer ça. Là. Effectivement. Vous allez être secoué. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a la sexualité, bien que bien dosée. Je m'attendais que ça aille un peu plus loin, honnêtement, connaissant le cinéaste. Il y a quand même beaucoup de sang, c'est viscéral. Il y a quand même une certaine violence. Là. Ouais, tout dans ça ses fait partie visions de ses et vents, tout. C'est cru. Donc, en fait, ce que à bord, je pensais que ça allait être comme une histoire de romance. Te souviens-tu dans Tropic Thunder, là, le film, quand, comme c'est tous des comédiens qui jouent un film dans le film, on voit toutes des bandes-annonces du genre d'œuvres qu'ils font. Oui, avec celle Tobey de Maguire. Robert Downey Jr. qui est comme deux prêtres en amour avec Tobey Maguire, puis tout, qui caressent leur chapelet, puis tout. Puis j'étais comme, ça va-tu être ça? Puis c'est comme, non, vraiment pas. Non. C'est plus que elle a des... Tu sais, dans l'histoire vraie aussi de Benedetta, c'est une enfant qui était supposée mourir, sa mère avait une grossesse difficile puis tout. Fait que le père a comme prié Dieu pour dire sauver ma fille, mon enfant, faut qu'elle naisse bien et tout. Fait qu'il l'a appelée Benedetta, qui veut dire la bénie, si je me souviens bien. Puis dès sa jeunesse, il y a des écrits qui recensent comme des petits miracles, des trucs comme si elle communiquait avec les animaux, des petites choses comme ça. Fait que ça, c'est passé assez rapidement dans le film, mais faut comprendre cette aura-là autour de l'icône. Fait que ce qu'on essaie de dire, c'est, elle avait-tu vraiment des... Elle fait-tu vraiment des miracles? Avait-tu des visions? Est-ce qu'elle va devenir une stigmatisée ou elle invente ça? Puis le film tient pas nécessairement à répondre à la question, mais il nous pose la question, en fait, finalement. Oui, tout à fait. Faut dire, c'est ça, effectivement, tu touches le point que c'est pas une histoire d'amour entre deux sœurs. Pas dans le sens conventionnel du terme, là, parce que je pense qu'elle utilise juste vraiment ce rapprochement-là pour se sentir, pour atteindre un état de grâce. En tout cas, selon ses visions à elle, c'est Jésus même qui lui, à travers elle, ou un esprit, ou un ange, une entité quelconque qui l'amène vers ça. C'est ça, elle n'a d'amour que pour Jésus. Ouais, mais ça se transmet dans cette chair, en tout cas. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça assez intéressant comme film. Puis on a, excuse-moi, mais on a omis de mentionner le casting. Ben oui, allons-y, qui est quand même solide. Là. Mais oui, parce que notre Benedetta, c'est Virginie Efira. Il y a aussi Charlotte Rampling, Daphné Patakia, qui fait comme ça, pas son amoureuse, mais celle avec qui elle a de multiples relations, qui était plus ou moins connue. Et il y a Lambert Wilson aussi, qui est excellent, genre de... J'oublie les termes religieux, là, mais lui qui chapeaute plus la communauté, un peu. Là. Une espèce de prêtre inquisiteur. Donc oui, moi, Virginie Efira, j'ai trouvé vraiment sensationnelle là-dedans. Là, parce absolument. Que, en plus, en voyant le film, moi, ça m'intéresse beaucoup, ce genre de film-là, honnêtement. Je m'intéresse quand même beaucoup à la religion. Et j'avais jamais entendu ce nom-là. On entend ça, Thérèse de Lisieux ou quelques-unes. Là. Donc, en fouillant un peu, j'étais assez étonné de voir que c'est un cas qui était quand même assez connu, je pense, dans le monde de l'Église, là, mais peut-être pas du grand public. Mais justement parce qu'à cause de... Évidemment, c'est un des
des premières relations lesbiennes dans le monde occidental là, qui étaient recensées. Mais d'après ce personnage-là, cette sœur-là, dans le fond, ses visions étaient beaucoup plus intenses que le film nous le montre. Je pense que Verhoeven n'a pas mis tout l'emphase là-dessus, ça a gardé une certaine retenue, mais en tout cas, selon ce qui était relevé dans les écrits de l'Église, elle était en transe pendant 6 à 8 heures, puis c'était assez souffrant. Et donc, c'est assez intéressant. Moi, ça me fascine, ce genre de personnages-là. Puis, il y a des cas qui ça a été vraiment révélé comme de la fraude, mais d'autres non, que c'est pas expliqué. Donc, mais dans ce cas-ci, ça semble être vraiment qu'elle aurait trafiqué ses stigmates et tout ça. Mais en tout cas, c'est parce qu'on se fie à des écrits d'il y a 400 ans. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y a, Verhoeven a écrit le rôle pour Virginie Efira. Oui. Je me souviens plus de son rôle, mais elle jouait dans le film Elle, sûrement un personnage secondaire, évidemment. Puis, il l'a écrit direct pour elle, puis elle se sentait comme un peu très spécial de ça. Elle dit comme, OK, il a écrit un rôle pour, tu sais, quand son agent a été contacté, ou son agente, là, je sais pas, a été contacté, puis elle a fait, ah ouais, pour moi, c'est donc bien intense, cette affaire-là. Mais il dit, mais je t'avertis, il y a beaucoup de sexualité. Puis elle est comme, OK, moi, je suis à l'aise avec ça. Ben ça oui, va, on puis... voit par ses autres films que... Ouais, pas c'est de problème. Mais c'est drôle, elle a commencé comme... c'est ça, je pense qu'elle était animatrice de télé. Après, elle a été dans des comédies romantiques... plus pas léger, mal. Puis ouais. je me souviens plus quel film exactement, mais elle s'est mise à jouer dans le plus dramatique. Elle était dans le dernier Albert Dupontel l'été dernier. Puis c'est vraiment une très bonne actrice. Ouais. Et d'ailleurs, Isabelle Huppert avait été pressentie aussi. En fait, j'ai lu que Verhoeven voulait l'avoir pour la sœur Félicita, qui est jouée par Charlotte Rampling, mais elle a décidé de décliner, de participer au projet. Ouais, mais elle aurait pu être là aussi là, comme un rôle de sœur sévère. Là, ça aurait pu être ça. Et dans les dernières semaines, on parlait de mes petites réserves quand un film n'est pas dans la bonne langue où il se situe. Là. Par exemple... la saga Gucci, qu'il parle en anglais avec des accents italiens, ben là, c'est un peu le cas. Dans le fond, on est en Italie, tout le monde est italien ou italienne. Il y a beaucoup de femmes dans le film, principalement, mais tout le monde parle français. Cela dit, il se donne pas un faux accent de comme si... non, il parle un français assumé, mais on est en Italie et tout. Fait que, il faut garder ça en tête, là, c'est ça. C'est ça, et ça passe pas des fois... ça commence, il parle quelques répliques en italien, puis après ça, il switch au français. Là. Non, des fois, on voit ça dans les films. Ça. Mais, il parle... C'est des Français françaises. Charlotte Rampling est anglaise, mais elle parle très bien français. Mais en tout cas, tout ce que je retiens, en tout cas, ce qui m'a frappé avec ce film-là en le voyant, c'est à quel point que les temps ont quand même changé, parce que j'ai pas lu ou entendu grande controverse sur ce film-là à sa sortie. Effectivement. Mais il a joué à Cannes aussi. Hein? Ouais, c'est ça. Cet été. Il y a matière à choquer, là, disons, on va se le dire. Là. Il y a quand même quelques séquences visuelles. Peut-être que Verhoeven est rendu connu, fait que toutes les instances religieuses se sont dit on ne l'écouterait pas, gang, on le sait que ça va nous mettre en beau fusil. Peut-être, mais moi j'ai toujours en souvenir l'époque de Martin Scorsese et sa dernière tentation du Christ là, en 88, si ma mémoire est bonne. Que ça avait causé de la merde. L'Église catholique était sortie compte, tous les réseaux américains en parlaient, puis ça faisait les nouvelles, et ça appelait au boycottage, et tout cas, c'était fou, là, c'était dément. Puis là, quand tu regardes Benedetta, ça fait passer ce film-là pour le lutin, là. C'est très, très sage. Ouais, OK. Donc, mais en tout cas, si, c'est ça, vous voulez voir quelque chose qui va... c'est ça. Il y a aussi plusieurs libertés dans la fin du film par rapport aux écrits. Bien sûr, on n'a pas lu le livre de Judith C. Brown, mais vous connaissez certains sites où on peut lire abondamment sur des personnes. Mais il y a une liberté là-dessus, mais c'est vraiment pour créer un gros climax, justement. Un jeu de mots sexuel. Créer un gros climax dans le film, puis que ça soit plus prenant, puis qu'il y ait plus de tension, mettons. Là. Donc, prenez pas tout pour du cash dans ce qui se passe dans ce film-là. Si ça vous intéresse plus, allez lire sur le sujet. Parce qu'on a effectivement joué sur certaines choses. Mais, c'est ça, le but est plus de se poser de se questionner sur comme le contexte, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis la vérité versus le mensonge, que vraiment l'histoire de cette femme-là en particulier. C'est sûr qu'un message très contemporain où le rôle de l'Église, du patriarcat et tout ça, de supprimer le désir des femmes. Et, donc, on joue beaucoup sur ce tableau-là, surtout à la fin, évidemment. Comme il y a présence là, de cette époque-là de la peste noire dans
dans le récit, alors que dans la vraie vie, par rapport à son histoire, la peste est arrivée plus une quinzaine d'années plus tard, là, à peu près. Effectivement. Et l'autre personnage donc de Daphné Patakia, donc elle aussi est restée, dans le film, c'est pas un gros punch, là, mais elle quitte finalement le couvent, mais finalement, elle est restée, elle est décédée là, elle aussi. OK. Donc un film vraiment intéressant, qui sort une drôle de période peut-être pour le temps des fêtes, mais pourquoi pas? Ouais, exact. Ben, c'était peut-être au niveau de la fenêtre aussi, là. Des fois, les distributeurs, Oscars, le temps que Cannes, tu l'acquiers, on peut dire que c'est le cinéma, ça va bien là, mais ça s'est remis tranquillement. Puis là, ben là, si on le garde trop longtemps dans nos banques, il va être dans nos pattes plus tard. Fait que c'est comme, OK, maintenant, mais c'est pas un film de Noël, même si c'est religieux, là. Vraiment pas. Mais c'est ça, puis ouais, contrairement à la semaine dernière, là, on parlait de Bad Luck Banging or Looney Porn, là, ici, c'est quand même, c'est 13 plus violence érotisme, là. On dit que c'est assez grivois, c'est assez explicite, mais c'est pas dans le 18+. Non. Mais on n'est pas dans la sortie familiale non plus. Sinon, tu sais, ce moment gênant qu'il y a une scène de sexe quand tu écoutes un film avec tes parents ou peut-être avec tes enfants, toi, vu qu'ils sont plus vieux dans la vingtaine, si ça peut arriver, là, ben, si vous voulez pas vivre ça, allez-y pas avec vos 14 ans, là, mettons. Effectivement. Il va y avoir de quoi jaser au retour à la maison. Ouais, c'est ça. Ou une ride de voiture très, très silencieuse. Bon, il y en a qui ont suivi les Olympiques cette année. Et dernière grosse sortie qu'on attendait, qui piquait notre curiosité, c'est le fameux West Side Story de Steven Spielberg. Une adaptation d'un grand classique du cinéma de 1961, une comédie musicale qui avait raflé 10 Oscars à l'époque, ce qui était énorme, encore aujourd'hui vénéré par plusieurs. Donc, s'attaquait vraiment à un monument. Ouais. Est-ce que la comédie musicale avait remporté des Tony? Je me rappelle pas si elle avait gagné des Tony, mais je sais que ça avait été un succès très populaire à l'époque et je pense que c'est une des pièces qui a été le plus jouée aussi parce qu'elle est toujours en production, ou presque. Là. Des fois, ils cessent quelques années puis ils repartent. Mais c'est une pièce qui est pratiquement présente sur Broadway ou presque là, depuis sa sortie en 1957. Donc, que raconte West Side Story pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas ce film? L'intrigue, on est dans le Upper West Side de Manhattan, donc à New York, dans le milieu des années 50. Puis il y a une grosse rivalité entre deux gangs de rue de jeunes adultes, là, de début vingtaine, là, même à cette époque-là, je dirais entre 16 et 25 ans. Mm-hmm. Les Jets, qui sont la classe ouvrière blanche américaine, mais dans le fond, c'est beaucoup des Polonais, des Irlandais, des Italiens. Et les Sharks, qui sont, eux, un peu plus, juste la peut-être deuxième génération là, d'émigrés portoricains. Fait qu'il y a Tony, qui est l'ex-chef des Jets, qui a maintenant pris ses distances avec son gang, bien qu'il y ait encore des amitiés là-dedans, mais il essaie de se tenir à l'écart. Et Maria, qui est la sœur du chef des Sharks, et bien qui tombe amoureux. Mais là, le couple doit subir les forces opposées de leur clan respectif. Alors, on ne s'en cache pas, là, même à l'origine, c'est inspiré de la tragédie Roméo et Juliette de Shakespeare. Fait que c'est comme une tragédie musicale, finalement. Tout à fait. Donc, c'est vraiment une transposition de cette histoire-là, complètement assumée. Donc, c'était même à la base de créer cette pièce-là. Dans un contexte quand même que je ne connaissais pas, mais qui a réellement existé en lisant un petit peu sur le phénomène de West Side Story. Et puis d'ailleurs, on le montre dans le film. Tout ce quartier-là d'Upper West Side était un quartier qui était très pauvre, très blue-collar, et que beaucoup de gens et des migrants qui ont été évincés pour construire le fameux Lincoln Center, donc le centre d'art très huppé à New York où il y a l'opéra et tout ça. Donc, en amenant ce projet-là, bien évidemment, les riches sont tranquillement amassés dans ce coin-là qui est maintenant rendu, je pense, l'un des coins les plus dispendieux de Manhattan. Donc, il y avait beaucoup de gangs de criminalité à ce moment-là. Et donc, musique, quand même, il faut souligner de Leonard Bernstein et Stephen Sondheim, qui sont un trio, un duo légendaire, dis-je, de Broadway. Et Stephen Sondheim, d'ailleurs, il nous a quittés il y a quelques semaines, est décédé. J'ai quand même assez âgé, je pense qu'il avait 97 ans, quelque chose comme ça. Donc, mais c'est une des figures de proue là, des comédies musicales et de Broadway. Il a travaillé sur des films aussi de Disney dans les comédies musicales. Un casting quand même assez intéressant.
Ansel Elgort, qu'on retrouve dans le rôle de Tony. Donc, le monsieur a vraiment tous les talents. En plus d'avoir une belle gueule, il danse et il chante bien parce que c'est vraiment lui qui chante. Ouais. Donc, il n'y a pas de doublure. Ouais, dans celui de 61, il y avait beaucoup de doublures entre les acteurs et les chanteurs. Genre, fait que c'était vraiment du lip-sync. Là, ici, pas mal tout, je pense qu'ils chantent pour vrai. Là. Ils ont été vraiment... Et d'ailleurs, il faut le souligner aussi, donc pour ceux qui ont peut-être vu l'original ou ceux qui ne l'ont pas vu, évidemment, West Side Story fait partie de ces films-là d'une autre époque. Quand vous le regardez avec les yeux d'aujourd'hui, c'est sûr que ça irrite un peu. Évidemment, tout l'aspect des brown face, donc on maquillait les comédiens, évidemment, et même les comédiens portoricains ou latinos de l'époque. Donc, ils en ont souffert un peu parce qu'ils se trouvaient ça un peu insultant. Ouais, c'était comme un peu la norme. Ouais, c'est ça, tu sais. Donc, vraiment, Spielberg a fait un effort vraiment de choisir des comédiens. Des Latinos ne sont pas tous portoricains, mais quand même, il faut souligner que Spielberg est un grand dénicheur de talent. Je pense tout au long de sa carrière, il va souvent chercher des nouveaux visages et je pense qu'il a trouvé une belle perle en la personne de Rachel Zegler qui joue Maria. Elle est vraiment, vraiment renversante. En plus de bien chanter, écoute, elle perce l'écran, c'est incroyable, cette comédienne-là. Ouais, puis c'est fascinant parce que, justement, pour son casting, ils sont allés en ce qu'on appelle un casting sauvage, là, c'est-à-dire dans le monde connu, il n'y avait personne d'intéressant ou peut-être c'est directement ce qu'ils voulaient, un visage inconnu. Fait que dans ce temps-là, tout le monde peut envoyer une cassette de chez eux, un enregistrement. Ouais. Puis elle faisait déjà des vidéos, des covers sur YouTube, des reprises. Puis là, elle en a fait une des chansons thème du film, c'est I Feel Pretty, je pense. Puis là, ça y a valu des auditions en personne à ce moment-là et tout. Puis elle l'a eu, fait qu'elle a à peu près 18 ans. Puis déjà... ce film-là est produit par Fox, là, qui avait déjà entamé avant que Disney rachète Fox. Puis déjà, Disney a fait une bonne prise parce que c'est elle qui va faire la petite sirène, si on vous l'apprend, dans l'adaptation en prise de vue réelle, là, que je sais plus qui va réaliser et tout. Là, ça va sûrement sortir dans 2 ans, peut-être. Là. Fait qu'elle va être la jeune Ariel. Mais elle est d'origine colombienne. Et ça a fait jaser, je me souviens à l'époque qu'ils l'ont choisi pour Ariel parce que le monde dit, elle est supposée être blanche. Puis là, get over it, people. Ansel Elgort, ceux qui ne le replacent pas, c'était dans Baby Driver notamment. Et il s'est fait beaucoup connaître, peut-être pour la jante féminine dans Nos étoiles contraires. Beaucoup, le drame romantique. Oui, effectivement. Et on retrouve beau clin d'œil de Spielberg et son scénariste Tony Kushner. Ouais. Je me suis mêlé. J'ai dit la petite sirène, mais c'est Blanche-Neige. Ouais, c'est ça. Mais il y a quand même polémique avec la petite sirène parce que c'est une actrice découlère. Tout à fait. Donc oui, c'est Blanche-Neige. Et on l'avait parlé, puis c'est Gal Gadot qui va jouer la méchante sorcière. Mais à culpa. Donc, elle va être une fantastique Blanche-Neige. Et ce qui est le fun, donc c'est ça, Spielberg et son scénariste Tony Kushner, donc, qui ont déjà collaboré ensemble sur Munich et Lincoln, qui est vraiment un homme de théâtre, et ça se sent. Les répliques sont quand même bien écrites, les dialogues et tout ça, là, parce que c'est pas juste chanté pendant 2h30 de temps. Là. Il y a aussi quand même des vrais échanges, des vrais dialogues. Donc, il ramène Rita Moreno, qui jouait l'originale Anita à l'époque, dans un rôle vraiment créé pour elle. La sœur la blonde, pardon, du chef des Sharks, des Portoricains, donc la belle-sœur, si on veut, de Maria. Donc, elle, à l'époque, avait gagné un Oscar comme actrice de soutien, et c'est la seule actrice latina à avoir remporté un Oscar, d'ailleurs, encore à ce jour. Ah ouais, okay. Donc, c'est quand même quelque chose. Donc, je trouvais ça cute. Je trouvais que c'était une bonne idée de la ramener dans un rôle comme ça, lui rendre hommage. C'est ça, pour ceux qui connaissent l'original, là, comme le rôle de Doc, là, lui qui possède la pharmacie, c'est comme elle plutôt, mais elle serait comme... sa veuve. C'est ça, exactement. Ça, ce qui est drôle. Là. Donc, mais elle n'est pas son personnage, évidemment, de non plus, non. Comme un nouveau personnage, sinon ça ferait pas de sens. Mais la nouvelle, que j'ai pas son nom sous la main, est très, très bonne aussi. Ouais, c'est ça. Les autres, comme c'est tous des danseurs, chanteurs et tout, c'est pas nécessairement les comédiens qu'on connaît de tous les jours. Peut-être qu'on va les revoir dans plusieurs œuvres. J'espère, parce qu'il y a vraiment du beau talent. Ça se voit à l'écran. Puis, écoute, moi, je dois faire meilleur culpa. Fait les deux. On doit confesser qu'on l'avait jamais vu, ce classique-là. La semaine dernière, je pense qu'on s'est laissé en disant qu'il fallait faire nos devoirs. Mais on les a fait, mesdames, messieurs. Fait qu'on a écouté chacun de notre bord l'original. Puis les deux, on était un petit peu mi-figue, mi-raisin. Moi, je me disais comme, j'aurais aimé ça
le voir en 1961 et peut-être crier au génie. Là, je comprends. Dans la thématique, je suis d'accord, mais dans l'exécution, moi, je ne le sentais pas tout à fait. Ouais. Puis là, quand j'ai su que celui de Steven a quand même une vingtaine de minutes de plus, fait qu'on passe de comme 2h10 à 2h35, mais c'est comme si tous les défauts que je trouvais à l'original, il avait trouvé les mêmes que moi, puis il a tout corrigé ça. Puis c'est comme... D'habitude, on se commet pas trop, là, mais je crie genre au génie. Là. C'est du grand Spielberg. Oui, on doit l'avouer. Absolument. Là. Ouais. Si dans les dernières années, là, vous étiez moins sûr de plein de CGI et tout, là, et là, il est allé jouer dehors. Là, on est dans du réel, du concret. C'est sûr qu'il y a tout le temps un petit peu de map painting et de CGI pour acheter les buildings, là, mais c'est des décors de fou. Là. C'est une production d'une centaine de millions de dollars et ça se sent. Là, il y a des scènes, des chorégraphies dans l'original, ça se passe dans des cages d'escalier, des choses comme ça. Lui, c'est comme, non, dans la rue, 3-4 setups. Ça faisait très studio, l'ancien film, très statique, alors que là, justement, on se promène, on sent qu'il y a du monde, la ville est habitée. Et c'est un peu plus viril, on doit se le dire aussi. L'autre version détonnait un peu. L'autre version faisait comédie musicale filmée. Ouais. Puis tu sais, comme on dit, on veut rien y enlever. Là, je sais que c'est un chef-d'œuvre pour plein d'affaires, mais moi, je trouve juste que il l'a mis à la hauteur. Là. Alors que j'étais pas tant convaincu, là, j'ai envie de le réécouter là, déjà. C'est sûr que je vais le réécouter. Il se passe beaucoup de choses, c'est beau, c'est grandiose. Puis c'est ça, comme tu dis, les gars, ils ont plus l'air d'être des gangs de rue, mais ils sacent des vrais coups de poing sur la gueule, là, comme on dit. Fait que ça se bataille et tout, c'est plus sérieux. Tu sens la tragédie. Je trouve aussi que l'histoire d'amour, on la sent plus. Tu sais, le coup de foudre, il y a un petit peu plus d'éléments. On dirait qu'il se voit un peu plus comme si ça fait partie du jeu exceptionnel là, de la jeune comédienne Rachel Zegler, que comme dans ses yeux, on le ressent, ce qu'elle vit finalement. Puis, fait que le film original avait eu, 11 nominations aux Oscars, 10 prix. Est-ce que lui va gagner 10 fois? Je sais pas. La compétition va peut-être être plus relevée qu'à l'époque, mais il va ramasser son lot de nominations, c'est certain. C'est le film cette année qui va avoir 9-10 nominations haut la main. Là. Des fois, il y a des films autant, des films comme Dune, on dit c'est sûr qu'il ramasse toute la technique, mais est-ce que des personnages se démarquent assez pour ramasser ou des fois gagner scénario sur comme un demi-film, c'est plus dur, mais là-dessus, là, vous allez voir les noms partout, toutes les catégories. Puis ce qui est intéressant, puis je pense qu'il est réussi de la part du scénariste Tony Kushner et de Spielberg, c'est de rendre ça, j'ai le mot en anglais, relevant, mais pertinent pour le public d'aujourd'hui, surtout avec tout ce qui se passe quand même au sud de la frontière, avec les Américains, tout l'ère Trump, tout ça a amené contre l'immigration aussi, toutes ces tensions raciales-là qui existent. Le message, l'histoire est encore d'actualité. Là. Ça résonne très fort. Là. C'est ironique, c'est tristement ironique de dire je refais mon film, on est quasiment 60 ans plus tard. Puis le message de haine sociale et de racisme s'applique encore, il n'y a pas de problème. Puis de classe aussi. De méfiance envers l'autre. C'est comme plus expliquer le rapport avec la police aussi. Tu sens que la police a dit bon, je veux pas de brasse camarades, mais t'es un petit peu plus du bord des plus blancs que des portoricains. Comment dénonce-les là, que je le mette en prison pour qu'on passe à autre chose. Puis... Donc, vraiment à voir. West Side Story, une très grande réussite, un très beau film. Très bien tourné, vraiment du grand Spielberg. Écoute, il y a des beaux cadrages, des belles images, il s'est vraiment donné, ça se sent. Puis nous, on l'a vu en version française, ça donnait plus. Puis comme d'habitude dans les comédies musicales, les chansons ne seront pas traduites, elles se retrouvent sous-titrées à ce moment-là, mais il y a quand même beaucoup de dialogue dans le film. Puis parfois, elles parlent en espagnol, les personnes, surtout les femmes. En tout cas, les gens parlent en espagnol. C'est pas sous-titré. C'est toi qui m'apprenais que c'est Spielberg qui a dit « Non, ça va être dans le dialogue. Si vous parlez espagnol, tant mieux. Sinon, vous êtes comme les autres personnages. Des fois, ils alternent entre, mais tu comprends ce qu'ils disent. Il n'y aura pas un monologue en espagnol. Il va juste avoir une petite réplique. Surtout qu'il y a un des personnages, comme dans l'original, Anita, qui, elle, est portoricaine, mais... est heureuse d'être aux États-Unis, fait qu'elle dit aux autres non, on parle anglais. C'est ça qui est drôle dans la version doublée, ça dit non, on parle en français, s'il vous plaît. Mais c'est ça, fait que le film est comme bilingue à ce moment-là.
Puis, ah oui, vas-y. Non, ben c'est ça. Effectivement, c'est une très belle touche. Donc, pour ceux qui vont le voir en anglais, ben c'est ça. Donc, ça va être la même chose, évidemment. Donc, un mélange d'anglais et d'espagnol. Puis, je suis content qu'ils l'ont gardé pour la traduction. J'étais curieux de voir est-ce qu'ils feraient ça ou pas, mais non, tant mieux. C'est ça, non, ils n'ont pas déraciné le film. Non. C'est fantastique. Puis, ben, c'est peut-être la journée des surprises, parce que comme je disais qu'en animation, je n'étais pas tant attiré par ce genre de cinéma. Ben, les comédies musicales non plus, je n'ai pas vu vraiment plus qu'il faut, si on veut. Moi non plus, au cinéma, je ne suis pas un grand fan. J'avais capoté pas mal sur Les Misérables, mais parce qu'à la base, dans la famille, on tripe sur Les Misérables. Okay. Mais tout l'âge d'or d'Hollywood, j'en ai vraiment pas vu beaucoup. Donc, on dirait que c'est quelque chose qui est très loin ou que je suis moins porté, mais écoute, ça m'a donné le goût d'en voir. Moi, j'ai adoré. Ça m'a fait... ben, je sais que c'est pas tout le monde qui aime ce film-là, mais ça m'a fait le même effet que La La Land à l'époque. Que je savais pas trop ce que j'allais voir, puis que j'ai capoté La La Land. On l'écoute une fois par année, puis on écoute la trame sonore vraiment souvent. Puis tu vois, là, j'ai envie de l'écouter. Peut-être la procurer en vinyle, s'ils en font une. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment un très beau film. Est-ce que ça donne le goût d'écouter Cats? Oh boy! Ouais, non, c'est ça. Pas à ce point-là, peut-être. Mais justement, tu parles des Misérables, puis tu sais, il y a souvent une comédie musicale qui ressort dans le temps des fêtes. Puis là, évidemment, outre La La Land, c'est souvent plus des remakes, là. Cats, c'était probablement celui que personne n'a demandé puis que tout le monde attendait de voir ce que ça serait ou attendait de le voir se planter et voir s'il atterrirait sur ses pattes. Mais ouais, c'est ça. Fait comme La La Land a fait vraiment un gros boom à l'époque. Ça avait vraiment bien marché dans le temps des fêtes. Les Misérables aussi. Fait que ceux-là devraient faire pareil. Pour vrai, boudez pas votre plaisir. Puis, tu sais, il y a, je sais pas, là, 8, 9, 10 chansons dans l'œuvre. Je pense pas qu'il y en ait ajouté. Je connais pas assez l'original. De ce que j'avais lu, il y avait vraiment gardé l'intégrale des trucs. Fait que le 20 minutes de plus, c'est plus de comme de récits, de scènes parlées. De scènes parlées qui consolident plus l'enchaînement des événements, si on veut, puis les relations, les dynamiques entre les personnages. Fait que, non, c'est ça, si vous êtes incapable, c'est pas, je sais pas comment dire, Mary Poppins non plus, là, c'est pas une tourne aux 2 minutes, là. 10 chansons sur 2h30, ça se prend très bien. Puis ils sont vraiment belles. Les couleurs aussi. Puis peut-être qu'on l'a pas signifié, mais c'est la même chose. Ça se passe encore des années 50. Là. Fait qu'il a gardé une espèce de grain vieillot. C'est vraiment une super production. Là. On commençait à se répéter dans nos compliments pour l'œuvre. Là. Mais à 60, c'est un gros coup de cœur. C'est ça. Il a tourné, il avait 72 ans, le vieux Spielberg. Puis Crime... il a retrouvé son cœur de jeunesse. Ouais, tout à fait. Je sais pas c'est quoi ses autres projets. Son prochain film, d'ailleurs, c'est avec le même scénariste qui sortira l'an prochain. Ça va être sa jeunesse, en fait. Il va raconter, s'inspirer de... Parce que ses parents s'étaient divorcés quand même, là, à une époque où c'était moins commun. Puis, donc, lui, déjà, à ce moment-là, plus jeune, il faisait des courts-métrages, puis il s'évadait, il rêvait et tout ça. Donc, puis ses parents, en tout cas son père, je pense que c'est Seth Rogen qui va le jouer. Ah ouais, OK. Mais tu vois, j'avais demandé... du casting de sa mère, mais ouais, quand même un gros casting intéressant. Je me demandais si... justement, il allait renouer avec Tom Hanks. Probablement un jour quand même, parce qu'ils sont quand même assez liés depuis plusieurs années. Ouais, c'est ça, souvent. Mais puis non, Indiana Jones, c'est pas lui qui va le réaliser finalement, même si c'est le producteur. Après ça, je sais pas. Il y a toujours lui, c'est ça que Spielberg, il a 4-5 projets en l'air, puis finalement, il jongle avec ça jusqu'à temps qu'il y en a un qui se lance dedans. Ouais, c'est ça, puis c'est pas des films que... Il en fait pas 3 par année, là. C'est des méchantes grosses productions à orchestrer tout ça, là, les chorégraphies, il y a du figurant au pouce carré, puis tout, là. Non, c'est chapeau. Mais là, OK. T'avais-tu d'autres choses à... Non, okay. On peut... Ben, dans les autres sorties... Parce qu'il y en a quand même. Oui, notamment une autre, peut-être y avez-vous accès, là, ça va peut-être moins distribué largement, comme d'habitude dans notre catégorie autres sorties. C'est le documentaire québécois « Prière pour une mitaine perdue » de Jean-François Lesage, qui n'est pas à son premier documentaire, là, je m'en excuse, j'ai pas noté les autres qu'il a fait, mais c'est comme son 4-5e. En gros, c'est à Montréal, on suit des gens qui font la file au bureau des objets perdus de la STM, la Société des transports de Montréal. Je pense qu'on est dans le métro. Puis tous, tu sais, ont perdu un objet que quand on s'y attarde, ça devient le symbole d'une perte plus profonde. Fait que c'est un documentaire comme social qui a pas un propos direct,
c'est pas pour pointer un problème ou pour expliquer la vie de quelqu'un ou quelque chose. On suit plein de gens. Puis c'est comme si on part du micro puis on va au macro ou l'inverse. Quand tu pars du plus petit puis tu vas au plus gros puis tu te rends compte que la personne qui a perdu sa tuque, ben finalement c'est parce que c'est plus un besoin de solitude, des choses comme ça. Une madame qui vient voir, elle a perdu ses lunettes puis elle se met à compter sa vie aux caissières, à la guichetière puis qui est comme « OK, ouais, vous reviendrez demain, là. » Ceux qui ont déjà travaillé dans le public, peut-être que vous connaissez ce genre de personnes-là. Le film est super beau, en noir et blanc. On est tous sur une petite neige qui tombe dans Montréal. Ben, j'imagine que ça a été filmé quand même en plusieurs lieux. Surtout que souvent, après ça, quand on apprend plus à connaître une personne, un individu, on n'est pas devant le métro, on va chez elle, on va chez la personne. Fait qu'ils ont dû attendre que des gens se présentent, signer des releases pour dire « Hey, tu es intéressé à nous en donner plus? » Non, mais vous pouvez m'utiliser dans le film. Il y en a sûrement qui ont dit « Non, je veux rien savoir. » Puis, je serais curieux de voir combien de gens ont refusé à accepter. Mais c'est vraiment un film comme un peu spécial que tu te laisses juste prendre au jeu. C'est comme aller dans un café puis écouter les gens parler ou dans un lieu public, ben c'est ça, mais comme un peu filmé, puis tu te rends compte que on est tous un peu pareil, on a toutes des blessures, on essaie tous de vivre au travers de ça. Puis, surtout Montréal est une ville quand même très achalandée, fait que le métro est une certaine faune spéciale. Tout à fait. Puis comme faut que je le cite ça m'a vraiment fait rire dans West Side Story quand il dit ouais, OK, on va pas se battre à la place, on va aller boire de la bière, fumer des pétards puis aller au zoo. Je t'entends du rire à côté de moi. Ouais, c'est ça. Puis c'est pour ça que ça me fait rire de dire aller au zoo, c'est un bel endroit pour entendre les gens vivre puis interagir entre eux et voir ça. Fait que les objets perdus, finalement, c'est une solution pour ça. Alors, Prière pour une mitaine perdue. Et ça a remporté d'ailleurs le prix du meilleur documentaire canadien au primé festival Hot Docs qui est à Vancouver. Excellent. Alors, la semaine prochaine, on vous revient avec, je pense qu'on peut le dire, le film le plus attendu, qui a plus de buzz cette année. Évidemment, Spider-Man. Ouais, donc, 3e mouture avec Tom Holland dans le personnage. Écoute, qui va inclure plusieurs des méchants, des ennemis des autres incarnations, des autres adaptations de Spider-Man. Donc, c'est ce qui pique encore plus notre curiosité. Alors, on voit une espèce de... On amène ce concept-là de multivers Marvel, mais ce qui est plus intéressant, donc, c'est avec des autres franchises, avec les autres Spider-Man existants, c'est ces personnages incarnés par les autres comédiens. Donc, on a hâte de voir est-ce que ça va bien fonctionner connaissant Disney Marvel. Ça devrait être quand même très intéressant. Ouais, puis je suis sûr que tu vas être capable de nous faire un recap de beaucoup de la vie de Spider-Man, si on veut, de l'univers de BD. On va tout mettre ça au clair pour vous démêler, là. Parce que ce qu'on doit voir Spider-Man 1, 2, 3, 1, 2, puis après ça, 1, 2 avant de voir, là, qu'est-ce qu'on doit voir? Donc, on vous résume tout ça avec plaisir parce que moi, je l'attends, ce film-là, de pied ferme. Parfait. D'ici là, vous pouvez nous contacter. Comme d'habitude, écrivez-nous par courriel au balado au singulier @monciné.ca. Et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné. Il est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs des cinémas de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Et le nouveau prochaine édition devrait arriver très bientôt, justement, dans les points de chute. Et sur ce, je feel pretty et je te dis merci, Patrick. Merci à toi et bon cinéma tout le monde.